Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Avec la langue. Tous les mois, je reçois une personne queer qui pratique l'écriture. Ensemble, nous discutons de ce que son écriture permet de politique, de ce qu'elle crée comme espace libérateur, de ce qu'elle invente et de ce qu'elle nous fait ressentir. Choisir ses mots et affûter son langage pour dissoudre la norme et inventer d'autres vies, nous allons explorer tout ce qu'on peut faire avec la langue. Et aujourd'hui, je reçois Jules Marot et Sabrina Calvo pour parler de leur bande dessinée Hacker la peau, sortie aux éditions Le Lombard. Bonjour Jules, bonjour Salut. Sabrina. Hello. Jules, les auditeuristes te connaissent forcément pour ta BD Le bleu est une couleur chaude. Depuis, tu as poursuivi ton travail sur le lien entre intimité et politique. Et tu as aussi participé activement à la création du collectif BD Égalité pour lutter contre la misogynie et le sexisme dans le milieu de la BD. Sabrina, ton travail d'écriture prend la forme de romans, de jeux vidéo, de performances et de couture. D'ailleurs, dans tes histoires, tu utilises souvent la ville, Montréal, Belleville et ici Lyon, comme un tissu urbain avec lequel les personnages tissent des choses. Et moi, je t'avais vu au Slap Festival, le festival du livre queer et féministe à la Parole errante demain à Montreuil en 2022. Tu participais à une table ronde qui s'appelait « Queeriser la science-fiction ». Et j'avais été très inspirée et même empuissancée par ta prise de parole. Donc, je suis très heureuse de pouvoir à nouveau t'entendre. Ok. Aujourd'hui, vous sortez ensemble Hacker la peau. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui se passe dans cette BD, les personnages qu'on suit et les thématiques qu'on va y croiser? Ouais, on a plusieurs thématiques. On a dû se limiter aussi. On a du polyamour queer. On a la mystique de l'eau. On a la politique antifasciste. On a la communauté comme tissu poétique aussi, j'ai envie de dire. Sabrina, est-ce que tu veux peut-être rajouter quelque chose ? Oui, on a aussi une dimension magique. Faute d'autres mots, j'utiliserai celui-là. On pourrait le remplacer par une forme de spiritualité ou en tout cas une forme de saut dans la foi qui permet de passer du symbole à l'acte, en fait. De rendre concret les possibles, en fait. Ok. On va se parler de lutte, on va se parler de courants contraires, de sources cachées et aussi d'amour. Votre album, il s'ouvre par cette définition, l'immérence, non féminin, état d'adoration et d'attachement involontaire, potentiellement inspirant à un objet limérant, impliquant des pensées intrusives et obsédantes, des sentiments et comportements allant de l'euphorie au désespoir, subordonnés à la réciprocité émotionnelle perçue. Alors d'où elle vient cette définition et en quoi cette notion de limmérance apporte un autre éclairage sur peut-être l'amour ? Alors c'est un terme qui a été créé dans les années 70 par une psychiatre, une psychologue ou une psychanalyste, je ne sais plus. Et qui est un terme qui a infusé la société depuis. Et cette limmérance-là, c'est-à-dire cet état d'être dépendante du fait d'être amoureuse. Et de ne pas comprendre qu'on l'est. Et de prendre ça et de congruer ça avec l'amour, en fait. Alors, la limmérance se traduit physiquement et se traduit très concrètement dans la chair, dans la matière, dans la peau, dans le rythme cardiaque. Et c'est comme si on était frappé de limmérance, en fait. Moi, j'aime bien cette idée d'être frappé, fulguré, quoi, comme si on parle de coup de foudre. Mais cet art fulgural, c'est-à-dire cet art d'être capable de canaliser la foudre, de la diriger, de la prendre sur soi, de la diriger ou de l'infliger, pour moi, c'est vraiment un endroit de danger aussi pour l'amour. Parce que si on prend ça pour l'amour, on oublie que l'amour, il n'est pas forcément dépendant d'une réaction à la dopamine, en fait, c'est-à-dire au fait d'une réciprocité.
Nous, on se nourrit de ça en tant que créature de désir, en tant que créature queer, j'ai envie de dire. C'est quelque chose dont on a fait nôtre un certain nombre j'irais pas jusqu'à dire de traditions, ou en tout cas d'usages dans nos communautés. Et c'est très beau parce que ça nous permet des endroits esthétiques magnifiques, ça nous permet de créer des nouvelles choses, des nouvelles relations à l'autre, de nouveaux types de non-exclusivité. Enfin, ça nous permet plein de choses. Mais quelque part aussi, ça perpétue cette idée de cette société qui assigne à la performance et à la récompense, même pas consciente, sa valeur. Donc pour moi, c'est un objet contrariant parce que du coup, moi, j'ai pas envie de cette dopamine. J'ai plus envie de cette dopamine. Et à un moment donné, c'est un endroit que j'ai décidé d'arrêter. Et du coup, est-ce qu'on est capable d'arrêter d'être liméran, consciemment ou inconsciemment? Est-ce qu'on peut transformer ça aussi et se servir de ça pour être autre chose qu'une force qui s'épuise? Et comment? Voilà. Donc pour moi, il y a un enjeu énorme, en fait, à regarder ça en face. Et t'as des pistes? Si j'ai envie de rester à un endroit très biologique, très scientifique, etc., la piste, c'est, et c'est pas moi qui le dis, il y a tout un tas de chercheuses là-dessus qui ont travaillé, c'est de pas chercher à des choses qui vont aller renforcer notre dopamine, mais notre oxytocine, en fait, quoi. C'est-à-dire cette capacité qu'on va avoir à stimuler en nous le besoin de prendre soin de l'autre et le besoin d'attention, surtout. Moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. Parce que le prendre soin, c'est compliqué, parce que quand nous, on va pas bien, on a du mal à prendre soin des autres. Puis maintenant, c'est entassé avec tout un tas de trucs de bien-être, de machin, de bienveillance, de safety. Et je pense qu'en fait, il y a un endroit dangereux là-dedans aussi. Alors que le principe d'attention, il est plus fort. C'est-à-dire, l'attention, c'est qu'est-ce qui retient notre attention aujourd'hui, qu'est-ce qui capte notre attention et quel est l'effort que nous devons produire pour pouvoir être vraiment là pour l'autre, en fait, et être vraiment là à l'autre et la regarder en face. Et je pense que l'amour, quelque part, il prend naissance là-dedans, en fait, dans cette capacité d'attention-là, qui est forcément une capacité d'ouverture. Donc pour moi, ça, c'est la direction, c'est ça. Mais c'est hyper dur, parce qu'on est des créatures très complexes, on est attaché à plein de choses, on est traversé par des passions, on est traversé par des signaux biologiques, on est traversé par des enjeux de communauté, par des contraintes politiques, par des traumas. Et donc du coup, c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le faire. Alors après, inventer des nouvelles manières de le faire, pour moi, c'est peut-être là où moi, j'ai envie qu'on travaille, en fait. Et peut-être que cet album raconte aussi ça, ce moyen, cette tentative de dire ça. C'est quelque chose qu'on a vraiment cherché à exposer, à rendre à travers ces personnages-là. C'est qu'ils ont une relation à trois, une relation amoureuse, un lien romantique très fort, où en effet, ils sont tout le temps en train d'osciller entre les enjeux de la limérance que tu as expliqué, et aussi du prendre soin, et dans un monde qui se fascise de plus en plus. Justement, donc l'amour, c'est un des thèmes centraux de cette histoire. Et dans tout votre album, l'amour n'est pas forcément peint comme quelque chose de tranquille. Au contraire, en fait, au fil des pages, on suit ces trois personnages qui sont un peu dans une sorte de dispute dont on n'arrive ni au début et dont on n'arrive pas non plus à la fin. Et je me disais, pourquoi est-ce que vous avez décidé de représenter les choses dans cet état non stable ? Et pourquoi avoir choisi de mettre en évidence d'une part le conflit, mais aussi ce côté irrésolu ? Je crois que cet état de gazeux, là, de non-stabilité, ça permet d'arriver à des endroits... alors, j'ai pas envie de dire de vérité, parce que le mot, il est trop fort, mais en tout cas d'honnêteté et de sincérité vis-à-vis de ça. Et pour moi, ça, c'est un des premiers pas aussi. C'est d'ailleurs reconnaître que notre capacité d'aimer, elle n'est pas forcément au top. Moi, il me semble que la résolution de l'album, elle est plutôt positive, en fait, à tous les niveaux, qu'elle soit même à un niveau politique, même si c'est quelque chose de momentané, mais même au niveau de ces trois personnes, moi j'ai l'impression qu'on trouve un endroit pas de stabilité, mais en tout cas d'acceptation de la non-stabilité et de leur capacité à changer et pour pouvoir encaisser ça, et que c'est de cette capacité-là que naît l'amour, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, en face, tu changes, je change, on change tout le temps ensemble, en fait. Et à partir de ce moment-là, notre capacité d'aimer, c'est notre capacité à nous ouvrir à qui tu deviens et à ce qu'on devient. Cette espèce de graal de la stabilité dans le couple, est-ce que c'est pas aussi un schéma hétéronormatif qui nous a conditionnés à chercher ça, alors qu'en effet, là, on parle de polyamour queer et d'une envie de déconstruire des mythes, et aussi ce mythe-là, peut-être, en effet, je pense que tu expliques ça très bien avec cette idée de changement et de pas chercher peut-être à essayer d'atteindre une espèce d'immobilité ou de sentiment de sécurité qui peut-être est juste
infondé ou un voile, qui est un voile à la connaissance peut-être aussi. Et on a essayé de démontrer ça aussi à travers nos personnages, c'est que en fait l'amour c'est dur. Même pour ceux qui ont l'air, qui se revendiquent déconstruits, qui sont dans des milieux alternatifs et marginaux, au final c'est dur et parce qu'on reste conditionné, parce qu'on reste dans un contexte qui nous dépasse aussi. Ils sont indissociables de leurs conditions sociales. Tout simplement, ces sujets-là. En tout cas, on n'a pas cherché à apporter des réponses fermées, mais à offrir des clés ou poser peut-être des questions, peut-être essayer de mieux poser les questions que ce qu'on a pu entendre jusqu'à maintenant. Ouais, grave. Ce qui me semble assez saisissant dans ce que tu viens de dire, c'est le fait qu'on est en train d'essayer, quelque part, de construire un anti-mythe. Quels sont les mythes aujourd'hui dans notre société où toutes les valeurs politiques et toutes les valeurs sociales sont subsumées à la valeur du marché? Où est la place du mythe là-dedans? C'est-à-dire, c'est quoi notre récit d'origine? Jusqu'à présent, toutes les sociétés ont fonctionné avec des mythes d'origine. Quel est le nôtre, en fait? Alors, le Big Bang, tout le monde s'en fout, en fait. Mais j'ai l'impression qu'on est arrivé à une espèce de mythe du quotidien, où par exemple la famille et la relation monogame, c'est devenu en fait ces espèces de socle où la biologie a signé, c'est devenu cette espèce d'endroit où voilà, il faut qu'on s'accroche à ça parce que tout le reste c'est du vent, quoi. Et nous, on vient travailler ça, précisément, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un anti-mythe du quotidien? Et quel est le danger de construire un anti-mythe du quotidien en rapport avec un mythe et donc de construire un nouveau mythe derrière? Du coup, tu mets une différence entre imaginaire et mythe alors? L'imaginaire, c'est quelque chose qui est moins saisissable et du coup aussi qui risque moins de se faire rattraper? Oui, absolument. Et je pense que c'est vraiment important de réinjecter ça dans ce qu'on est en train de vivre là-dedans à un niveau aussi politique. Et moi, ça fait des années, si tu veux, qu'on parle de littérature de l'imaginaire ou qu'on parle de ces communautés de l'imaginaire, etc. Mais pas de petites fées, même si c'est très intéressant de conceptualiser les petites fées. C'est pas ça dont on parle. C'est notre capacité de se créer des réalités communes, en fait, des nouvelles réalités communes et de pouvoir les implémenter dans le réel, en fait, et que ça ait une action, en fait. Surtout que l'imaginaire, ça déploie, il y a une idée d'expansion sans fermeture, alors qu'un mythe, en fait, ça crée un archétype. Donc ça fige quelque chose quand même dans la réalité, dans la transmission. Ça demande une très grande responsabilité que de dire aux gens, mais vous êtes responsable de votre capacité de sentir, de penser, d'imaginer, de rêver. C'est pas à nous de le prendre en charge. Et c'est en vous laissant libre de cette capacité-là et en échangeant à ce niveau de fluidité-là de votre capacité qu'on va créer un nouveau monde, en fait, et des nouveaux mondes possibles. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se lise un extrait de votre BD maintenant? Vas-y. Donc j'ai distribué les rôles. Est-ce que ça vous va de faire les rôles comme ça? Jules, toi t'es Axel. Tu joues Axel. Ouais. Oh my God. Ça te va? Je suis le garçon et ça a été surligné en bleu. Tu veux qu'on c'est un bleu change? turquoise quand même. Tu veux jouer Prine? Non, ça me va de jouer Okay. Axel. Et ce que je reconnais du dialogue que tu viens de nous donner, c'est le moment où les personnages se rencontrent tous les trois pour la première fois. Alors est-ce que avant qu'on se le lise du coup à 3 voix, est-ce que vous pouvez me décrire ce qui se passe comme environnement sonore? Comme ça, moi après en post-prod, je vais faire un habillage selon vos rêves. Wow. Donc qu'est-ce qu'il y a comme genre de bruit? Tu peux carrément mettre des bruits, des petits bip-bip. En fait, il y a son ordinateur, il est en train de faire une feuille de calcul. Il est en train de vectoriser des choses qui prennent des heures. Donc, en effet, tu as le bruit des disques durs, des ventilateurs de disques durs. Ok. Il faut aussi que tu imagines que c'est un espace communautaire. Donc là, on les voit à 3. Mais autour, tu as quand même je sais pas, le bruit d'un micro-ondes, des tasses qui se remplissent, des pas qui passent. Enfin, il n'y a pas que en fait dans cet espace. Trop bien. On est parti pour lire cet extrait. Donc moi je serai Molly et j'ai choisi d'être Molly parce qu'il n'y a que 2 répliques. On a mappé les vecteurs sur tous les déplacements de groupes de fachos de ces 6 derniers mois dans le Vieux-Lyon. Tu pourrais faire ça avec des fils? Trop facile. Molly, t'es couturière, qu'est-ce que t'en as à foutre de ces machines? Ces machines, si on les maîtrise pas, elles vont être utilisées contre nous. Eh ben, la maîtrise, c'est peut-être pas la solution. Pour les mystiques, il n'y a que le lâcher-prise qui soit possible. Qui t'a parlé de mystique? J'ai vu une de tes performances. Je suis peut-être un mal 6-7, mais je me soigne. Et on pourrait se baser sur un mouvement d'araignée. Oui, mais si tu m'as entendu, tu sais que pour le 3e fleuve et la forêt, tu sais. Le fleuve sans nom et la source dans la forêt du refuge. Ouais, honnêtement, je sais pas si la lutte a besoin de poésie. La poésie, c'est pas un luxe. Tu crois vraiment qu'on peut se passer d'espoir? L'espoir, on le construit ici, hein, pas dans les rêves. Ce matérialisme nous a déjà menés contre un mur et tout plat. Non, ce sont nos mains qui font et défont le mur.
Même si le fleuve n'existe pas, on peut le faire exister, avec nos mains. Tu serais prête à considérer cette machine comme de nouvelles mains, prête à hacker la peau? Ça dépend. Elle pourrait trouver un courant invisible. We knew we were outsiders. We knew we were outside the pale. We lived in the village. We were outsiders. We were dykes, right? A lot of us were artists. We hated typing, right? We didn't want straight jobs. Whatever we did, we were at the fringe. Now, this, of course, was the 50s. It was like the gay girls' version of the Beatniks. You have to remember that the lesbian gay girls, because that's what we would call the gay girls population, was a reflection of what else was going on, right, around us. And that was the era of let's pretend this is the best of all possible worlds. This is exactly what we choose, right? This is it. So like nobody talked about racism. You need to begin with a movement, which is what Black Power and the Civil Rights Movement was. Then, immediately within it, you are going to get those people whose differences are not being articulated, which is, right, us. So then there is immediately another step. La poésie n'est pas un luxe. Ce que nous faisons de nos vies, les changements que nous souhaitons leur apporter, dépendent directement de la qualité de la lumière dont nous les éclairons. C'est au cœur de cette lumière que nos idées prennent forme, ces idées à travers lesquelles nous cherchons notre magie et l'accomplissons. Voilà, la poésie est comme une révélation, car c'est grâce à la poésie que nous mettons en mots ces idées qui, avant d'être poèmes, sont sans nom et sans forme, prêtes à éclore et déjà palpables. Cette sublimation de l'expérience surgit de la véritable poésie, donne naissance à la pensée, tout comme le rêve donne naissance au concept, la sensation à l'idée, tout comme la connaissance donne naissance à la compréhension. En apprenant à accepter l'intimité d'un examen attentif et à s'y épanouir, en apprenant à utiliser les fruits de cet examen pour que nos existences gagnent en force, nous faisons que ces peurs qui gouvernent nos vies et nous imposent silence commencent à perdre leur emprise sur nous. Lorsque nous considérons avec des yeux européens le fait de vivre exclusivement comme un problème à résoudre, nous ne comptons que sur nos idées pour nous libérer, car les pères blancs nous ont enseigné que c'était ce qui était le plus précieux. Mais au fur et à mesure que nous entrons en contact avec notre propre conscience ensevelie, conscience non européenne, qui envisage l'existence comme une expérience à vivre, nous apprenons à chérir de plus en plus nos émotions, à respecter ces sources cachées de pouvoir d'où jaillit la connaissance véritable, celle qui donne naissance à des actions durables. À ce stade de mon existence, je crois que les femmes portent en elles la possibilité de faire fusionner ces deux approches si nécessaires à notre survie, et nous touchons au plus près cette synthèse dans notre poésie. Je parle ici de la poésie en tant que sublimation révélatrice de l'expérience. La poésie n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle génère la qualité de la lumière qui éclaire nos espoirs, ainsi que nos rêves de survie et de changement. Espoir et rêve d'abord mis en mots, puis en idées, et enfin transformés en actions plus tangibles. La poésie est le chemin qui nous aide à formuler ce qui est sans nom, le rendant ainsi envisageable. Les horizons les plus lointains de nos espoirs et de nos peurs sont pavés de nos poèmes, taillés dans le roc des expériences de nos vies quotidiennes. À mesure que nous apprenons à les connaître et à les accepter, nos émotions, ainsi explorées, deviennent des terres sacrées et fertiles pour les idées les plus radicales et les plus audacieuses. Elles abritent dès lors cette différence si nécessaire au changement et à l'élaboration de toute action sensée.
Je pourrais énumérer sur le champ au moins 10 idées qui, si elles n'étaient pas nées de rêves et de poèmes, m'auraient semblé intolérables ou incompréhensibles et effrayantes. Il ne s'agit pas là d'un songe creux, mais d'une attention soutenue prêtée au véritable sens de « cela est bien pour moi ». Les pères blancs nous ont inculqué « je pense, donc je suis ». La mer noire, en chacune de nous, la poète, vient murmurer dans nos rêves. Je ressens, donc je peux être libre. La poésie cisèle la parole pour qu'elle exprime et guide cette exigence révolutionnaire, l'accomplissement de cette liberté. Dans ce montage, on entendait tout d'abord Audre Lorde, qui est une poète américaine militante féministe engagée dans le mouvement des droits civiques en faveur des African Americans, qui parle de sa condition de lesbienne noire dans l'Amérique des années 50. C'est une archive que j'ai trouvée sur la chaîne Black Lesbians Archives. J'ai choisi cet extrait parce qu'on sent la grande force vitale dans sa manière de raconter les choses. On sent en fait la liberté dont elle parle dans le texte qui suit. Donc ce texte, c'est « La poésie n'est pas un luxe » qu'on retrouve dans son recueil « Sister Outsider ». Et la musique qu'on entend tout au long de ce montage, c'est « The Unquestioned Answer » de Laurie Spiegel, qui est une compositrice des années 70, pionnière de la musique synthétique et algorithmique, et qui a même une de ses compositions dans l'espace depuis 1977 sur le disque d'or de la sonde Voyager. Cette musique, elle fait partie de la playlist qui accompagne l'album. Il y a un QR code à la fin qu'on peut flasher pour entendre la bande-son de la BD. Vers la fin de l'album, il y a cette phrase « Tu cherches à combler le vide avec des certitudes, mais ce vide, c'est là où se rendent possibles les fleuves. » Est-ce que ça peut aussi être l'expérience de la transitude qui permet ce regard singulier sur l'aspect mouvant des choses ? Je crois qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui un récit queer qui ne soit pas aussi une narration queer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un système de narration qui est hérité des grands mythes narratifs coloniaux en Occident. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et ça fait 30 ans que je ne suis pas dupe de ce qui est en train de se passer au niveau des narrations. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on est à bout de souffle à ce niveau-là. Quand toutes les séries deviennent interchangeables, qu'est-ce qu'on est capable d'amener de notre monde, de notre lutte, si la littérature dit quelque chose du présent, qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir un fond qui parle des révoltes queer ou des machins, etc., avec une structure narrative qui est la structure narrative traditionnelle du héros, de l'héroïne, du climax, du machin, du développement, du truc, etc. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, il faut aussi inventer ça. Et on l'invente malheureusement pas en le pensant. On l'invente depuis le cœur, en fait. Okay. Et ben ouais, on pense d'où on sent, en fait. Et du coup, on avance comme ça. Et on se fait confiance. Je me demande si c'est vraiment une déconstruction, parce que je crois que c'est plutôt une construction, parce que là, on est sur des ruines, en fait. La narration, elle ne veut plus rien dire, en fait. Netflix, ça ne veut plus rien dire. Ça n'a plus aucune force politique, ça n'a plus aucune force sociale, ça n'a plus aucune force même narrative. Enfin, je veux dire, on regarde ça, au bout de 3 épisodes, on a compris, on a fait le tour, on est fatigué, on est épuisé, c'est épuisant. Tout se ressemble, c'est les mêmes images, c'est les mêmes trucs. Alors bon, je dis pas qu'il n'y a pas des endroits où soudain il y a quelque chose qui apparaît, hein. C'est pas vrai, il y a plein de choses très belles qui se font quand même. Mais 95%, 96% de la production, c'est cette espèce de laverie automatique là. S'il y a un producteur Netflix qui nous écoute, mais on a un super projet. Mais ce que je veux dire, c'est que j'imagine que pour faire ce lâcher-prise-là au niveau de la narration et pour essayer de savoir d'où on sent comme ça et d'essayer d'avoir confiance dans notre capacité à raconter des histoires d'une autre manière, ce que tu appelles la transitude a pas un rôle à jouer? Ben, oui et non. C'est-à-dire que conceptuellement, j'imagine que passer de l'autre côté, remettre en cause des principes de réalité, de monde autour de toi, tolérer le paradoxe en toi, dans ton corps, dans tes pratiques, accepter la violence du monde et en même temps y faire face dans toute ta fragilité. Enfin, toute cette tolérance-là du paradoxe et cette capacité à traverser le bullshit qu'on nous sert pour exister toujours plus et aimer toujours plus, forcément, ça nous fait sentir les choses différemment, avec beaucoup plus d'intensité, quoi. Et forcément, ça rend cette poésie-là, c'est-à-dire cette capacité d'agir depuis l'infini des possibles de nos âmes, en fait, ça, c'est très fort. Mais de l'autre côté,
j'ai pas envie d'essentialiser non plus le fait d'être une personne trans. Je pense que ce serait dommage en fait de faire ça parce que on va tous, je veux dire, comme la spiritualité, on est dans la liberté et la fluidité de l'âme là. Ça fait partie de la manière dont la vie fonctionne, cette perpétuelle découverte d'elle-même en fait, jusqu'à son extinction, son épuisement. Et si on nous enlève ça, on fait quoi ? Alors, évidemment que les sociétés patriarcales, violentes, coloniales, etc., on se dit « Ah bah non, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est découvrir des nouveaux continents, puis on va tout massacrer là-bas, parce que c'est à nous. » Ok, super, mais est-ce qu'on peut faire ça en nous, déjà ? Est-ce qu'on a cette capacité-là, déjà, non pas de déconstruction, mais de construction de sens à l'intérieur de nous ? Et peut-être que c'est ça sur quoi il faut travailler aujourd'hui dans nos narrations et dans ce qu'on essaie d'amener. Alors, ça ne veut pas dire que ça peut pas être fun, ça veut pas dire que ça peut pas y avoir des saillies de prise avec les motifs traditionnels de la narration, que ce soit la violence, que ce soit la complétion, l'héroïsme, des choses comme ça. Mais c'est des choses qui sont passagères, qui traversent, qui peuvent être là une case, qui peuvent être là une phrase. Et notre final, il est comment ils ont dit dans la dernière critique, désarmant. Et moi j'étais là, je disais mais putain, mais oui, mais j'espère bien que ça te désarme. Putain, c'est le but que ça te désarme. Normalement c'est censé te foutre à poil comme eux, et c'est censé te mettre en face de ce truc là, et que tu te clignes des yeux, que tu te dises ok, alors si je comprends ça maintenant, comment je comprends les 10 premières pages, comment je comprends les 10 pages suivantes, et là on est dans un objet plastique qui moi m'intéresse vachement. On va se parler d'Axel. Donc Axel, c'est le personnage qui est un mec cis-het, donc un homme hétérosexuel assigné, c'est-à-dire déclaré homme à la naissance. Pourquoi c'était important pour vous d'avoir ce personnage ? C'est vrai que quand on a commencé à créer le personnage d'Axel, c'était surtout une espèce de fashion victime qui récupère un peu tous les trucs à la mode de ces milieux-là, dont à la base il n'est pas du tout issu, parce que lui, il vient plutôt d'un milieu où il y a une idéologie chrétienne. Il se fait traiter de rital facilement aussi. Donc c'est vraiment le mec un peu méditerranéen qui à la base vient d'un milieu plutôt catho-facho et qui en est sorti, qui a trouvé autre chose, qui a trouvé d'autres terres, peut-être à conquérir, en effet, pour le coup. Mais on sent à quel point il est sans arrêt rattrapé aussi par toutes ses insécurités, ses doutes, ses propres colères, les conditionnements qu'il n'arrive pas encore à lui-même non plus à déconstruire spécialement, alors qu'il fait tout ce qu'il peut pour ça, en quelque sorte. Il essaie d'être vraiment le mec cis-het déconstruit parfait, mais en fait, tu te rends compte que très vite, il a une réplique complètement à côté de la plaque, souvent. D'ailleurs, en dernière quatrième de couve, enfin en dernière page de garde, on était très content de lui mettre dans la bouche et mon vernis à ongles, c'est pas anti-patriarcal. Enfin, tu vois, ça c'est vraiment lui en fait. C'est que vraiment, tu sens qu'il veut faire des efforts, ce mec, mais que ça marche jamais. Et je pense qu'en effet, pour beaucoup de mecs cis-het qui se revendiquent féministes ou alliés, pour eux, c'est très compliqué de se rendre compte qu'en fait, ils sont toujours à côté de la plaque malgré tout. Donc Axel, c'est un peu l'archétype de ce type de gars, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que quand tu te lances d'une lecture et que tu pourrais t'identifier à lui en débarquant dans ce milieu qui t'est étranger et pour lequel tu as envie d'être curieux et aimant aussi peut-être, et que tu te rends compte qu'en fait, on ne laisse pas passer la moindre gaffe que tu peux faire, parce que c'est des gens qui en face ont soupé de ça tous les jours, plusieurs fois par jour, pendant des années. Mais ce que j'aime chez Axel, parce que quand même, il y a des choses qui me rebutent particulièrement chez ce personnage, mais il y en a d'autres que j'aime quand même. Ce que j'aime, c'est que il accepte quand même, je trouve, assez bien la critique. Et il se laisse pas démonter. Il part toujours du principe qu'il va réussir à mieux faire. Et donc, il a une forme d'espoir. Il y a quelque chose de l'espoir chez lui, je trouve, qui est à toute épreuve et qui est nécessaire pour les types de luttes et pour développer peut-être une forme de magie, en effet, parce que tu voulais parler de magie, qui pour moi est vraiment nécessaire et que j'aime chez lui. En tout cas, malgré tous ses défauts ou le fait qu'il soit à côté de la plaque, c'est un personnage que vous ne laissez jamais tomber. Et que les autres personnages ne laissent jamais tomber. Oui. Et jusqu'à la fin, jusqu'à l'emmener quelque part. On est, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure, entre la limerence et le prendre soin. Donc du coup, ils sont tout le temps quand même pris et épris. Ils sont épris l'un de l'autre. Je pense qu'il y a un amour profond, clairement, entre ces trois personnages, de toute manière, parce que ils en traversent des trucs ensemble.
Axel. C'est celui envers lequel j'ai le plus de tendresse. Parce que il croyait dur comme fer à quelque chose. Et il s'est rendu compte que c'était du bullshit. Et il s'est retrouvé dans d'autres choses et il essaye d'y croire aussi et il n'y arrive pas parce qu'il y a des forces contradictoires en lui. Et toute la lutte de ce personnage dans ce bouquin, c'est comment sortir de l'archétype, en fait. C'est le plus archétypal de tous et de toutes. Et il n'est pas monolithique, et c'est précisément parce que l'enjeu de ce personnage, c'est de le sortir de cet archétype-là et de le rendre à l'eau, qu'il est touchant. On a tous Axel en nous, et pas le mec 6-7 blanc, c'est pas ça. On a tous cet endroit archétypal de nous. Voilà. Et qu'on pense être indépassable, en fait. Et qu'on pense indépassable, qui est pétri de trauma, qui est pétri de croyances fuckées, qui est pétri de tout un tas de trucs, et qui prend plus qu'il ne donne. Et apprendre à donner, c'est aussi voir comment on donne, comment les autres donnent, en fait. Et c'est aussi pour ça que je pense que ce bouquin, il est positif, parce que à la fin, lâche pas, quoi, comme tu dis, ils sont toujours là, quoi. Et ils les accompagnent jusqu'à la fin, et ça se passe bien, en fait. Il n'y a pas un malheur lié à cette relation, quoi. Et je crois que c'est ça qu'elle dit, ces deux autres personnes. C'est-à-dire, nous, on a fait un travail. Chacun de ces personnages, que ce soit Molly ou Prine, ont traversé le voile à un moment donné. Plus ou moins tôt, avec plus ou moins de violence, avec plus ou moins d'évidence. Lui ne l'a pas encore fait. C'est-à-dire que lui a été exfiltré de quelque chose et qu'il n'a pas de point d'arrivée encore, quoi. Et que c'est le faire passer, en fait. C'est littéralement le faire passer. Alors, est-ce que c'est pas ces deux personnes qui, par l'amour, lui permettent de passer le voile ? Ouais, je pense que c'est plutôt comme ça que j'avais envisagé ce personnage-là. Ouais. Ce qui soulève aussi la question de l'appropriation, du coup. Parce que là, lui, il débarque, en effet, dans une forme d'imaginaire et de réel qui, à la base, n'est pas du tout le sien. Et tu sens à différents moments où il essaie de s'approprier la manière de parler de Prine ou la manière de penser de Molly, parce qu'il y a une envie d'être validé par les autres, par les gens qu'il aime, et qu'en même temps, il est toujours, en effet, sur le seuil de ça aussi. C'est comment est-ce qu'il peut intégrer et se laisser convaincre par un imaginaire qui, à la base, n'est pas le sien du tout, par un mode de pensée, par un mode de vie, sans tomber dans une forme d'appropriation qui risque d'être destructrice pour les autres. Alors, c'est bien que tu te parles de ça, parce que ça nous fait retomber sur nos pattes, sur l'amour, sur cette capacité d'amour dont on parlait tout à l'heure, quoi. Et pour moi, l'appropriation, elle est au cœur de ça. C'est-à-dire l'appropriation de l'autre, et des sentiments de l'autre, en fait, et des émotions de l'autre, et de la vie de l'autre, et qu'on fait nôtre. Et je pense qu'on a un endroit, effectivement, de challenge dans cette propension qu'a l'être humain à toujours projeter sa psyché et son angoisse et ses anxiétés dans des objets en face et à les faire siens. C'est très compliqué d'aimer en s'appropriant. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est même complètement impossible, en fait. C'est-à-dire que s'il y a appropriation, il n'y a pas amour, en fait. L'amour est forcément libérateur. L'amour est forcément émancipation. Et j'imagine que nous toutes autour de cette table, on est passé par des moments d'appropriation. Comprendre ce mécanisme-là et comprendre qu'on n'est pas parfaite et que cet endroit de pureté, il est quasiment impossible, et que c'est d'abord regarder en face quels sont nos problèmes vraiment pour pouvoir créer les structures fluides qui nous vont pour pouvoir intégrer ce problème à nos relations plutôt que de l'éviter. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'elles apprennent à Axel. Oui, puis pendant toute une partie, il est sûr de ses forces et il se positionne notamment pour protéger, par exemple, la commu avec ses forces qui sont des forces, par exemple, de baston ou des forces physiques, etc. Alors qu'à la fin, il est complètement... Enfin, il remet en question le fait que ça, ce soit une force, par exemple. Il est complètement à la ramasse. Après, il passe par... De toute façon, Axel, il passe par tous les états, je pense. Il y a cette scène cruciale où Amina lui parle et lui dit... On va les citer directement, parce que je pense que c'est vraiment... Ça dit tout sur ce personnage. Donc Amina, qui est donc une meuf qui vit dans le squat aussi, et c'est une pote de Molly. Et à la fin, donc, elle croise... Pardon, vous m'entendez ? Et à la fin, elle le croise dans la salle.
Et elle lui dit, tu sais, franchement, je saurais pas dire si tu fais tout ça exprès, que tu grattes l'amitié de la commu parce que tu veux avoir accès à nos espaces queer ou te donner bonne conscience. Mais j'ai pigé un truc sur toi. T'es pas un bouclier ni un templier. T'es qu'un gourou 6-7 qui sait rien de nos galères. Et toi, ici, t'as plus ta place. Et sa réponse de désespoir, en fait, hein, il attend. C'est, de toute façon, dans quelques heures, il faudra dire adieu à tout ça. Parce qu'il sait que les faf arrivent, en fait, quoi. Ouais. Donc c'est genre, après moi, le déluge, quoi, en fait. Donc il est vraiment, il est buggé, complètement buggé, en fait, quoi. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est se confronter à la mort, en fait. Et ce qu'il va faire dans les pages qui suivent, d'ailleurs, littéralement. Mais justement, là, sur cette case, Jules, cette case où il y a juste un silence et son visage, toi, t'as eu envie qu'on y perçoive quoi ? Parce que moi, j'y ai perçu quelque chose de cette sensibilité masculine qui ne sait pas exprimer sa sensibilité, mais qui est quand même... j'ai l'impression qu'il entend ce message et qu'il l'entend, en fait, pas que ça lui passe à côté. Donc peut-être que c'est moi qui ai eu envie de penser qu'Axel était sensible. En fait, moi, je pars du principe que c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez ressentir. Ok. C'est-à-dire que là, tu me parles de ce qu'a ressenti Axel, mais en fait, tu me parles surtout de ce que toi, t'as ressenti. Oui. Tu vois. Ce qui serait intéressant, c'est de voir aussi ce que certains mecs qui sont plus proches dans leur constitution d'Axel ont pu percevoir à ce moment-là. Personnellement, je pense qu'il y a quand même une forme de dédain, parce qu'il y a de la honte, tout simplement. Je pense qu'il a aussi une sorte de honte qui traîne à ce moment-là. Il sait que Amina parle de sa réalité à elle et qu'il ne peut rien dire contre ça. Si vraiment il a capté un truc, c'est bien qu'il peut rien dire à ce moment-là. Mais il se cache dans sa honte et son dédain. Et en effet, il a la réplique qui est la sienne à ce moment-là, mais qui a aussi une forme de justesse, en fait, à laquelle Amina n'a rien à répondre non plus, au final. Et on va se parler maintenant de lutte et de magie. On peut manger de la merde à s'en sentir nauséeux. On peut s'y perdre, hésiter entre nous et eux. Se demander ce qui creuse le fossé. La fracture est ouverte, les sourcils sont froncés. On peut regarder la vie, passer la vie dans l'écran. On peut changer d'avis, mais avant d'être grand, se décider, plus changer, plus rien d'étonnant. Le chemin est tracé, le trajet est désolant. On peut quoi faire sortir la colère, pas faire semblant de s'y faire. Quoi dire encore leur enfer, il n'y a pas de paix, crève la nausée. On peut quoi faire sortir de nos ventres, de nos enfances et descendre par être où ils nous attendent. Ils auront beau chercher, crève la nausée. Tout casser, tout changer, tout aimer, tout lâcher, se fâcher, tout cracher, se piquer, compliquer, ce qui laisse expliquer, ce qu'on lit, s'appliquer, ce qu'on dit, éclater leur sourire et puis tout lâcher. Fracture ouverte, sourcil froncé, feu rouge ouvert, fuir ou foncer. Quand on changeait un mot, mais les vers, un détour par les fossés, être effondré, les affronter. Parler des heures, se reprocher nos erreurs. On peut toujours se taire ou partir faire un tour. Se décider, enfin refuser la peur. Se changer les contours, se maîtriser les humeurs. On peut tuer des gens si on porte un uniforme. On peut être vivant seulement si on la ferme. Se demander si on peut mettre un autre film. Les gentils, les méchants, la barrière est infime. On peut quoi faire sortir la colère, pas faire semblant de s'y faire. Quoi dire encore leur enfer, il n'y a pas de paix, crève la nausée.
crève la nausée. C'était Crève la nausée de Klaus Tinto, tiré de son album La vie c'est comme ça, sorti en 2022 sur le très précieux label La Souterraine. Votre album, il s'ouvre à l'heure du couvre-feu et on comprend qu'il y a d'un côté les drones de la police qui surveillent la rue, de l'autre des groupuscules fascistes qui veulent tabasser les hackers, les queers et toutes les personnes présentes dans une salle de concert, qui est aussi un lieu de vie avec des ateliers d'artistes. L'amalgame que font beaucoup les gens, c'est que quand ils parlent de ce livre, ils parlent de dystopie. Et quand ils parlent de dystopie, ça veut dire que pour eux, le monde actuellement, il est absolument OK. Ah ouais. Pour qu'on puisse envisager que ce monde-là, qu'on décrit, soit une dystopie pour ces personnes-là, alors que pour nous, c'est déjà en fait un avant-goût de notre quotidien, en quelque sorte. Mais c'est ce qui se passe à Lyon en ce moment. Hein. Oui, On donc raconte, moi quand j'étais en train de dessiner les prototypes de drones que je t'ai envoyés après pour les dessiner, 3 semaines après, on avait le décret qui passait pour surveiller les manifestations contre la réforme des retraites. C'est pour ça qu'on parle de prophétie. C'est qu'en fait, c'est invoquer une sorte de présent qui existe déjà et qui est déjà fertile pour que ces événements-là se produisent. Et pas une dystopie. Nous, on est déjà là-dedans, en fait. En effet, quand les gens te disent « c'est quoi l'ennemi, je ne l'ai pas identifié », ah bah punaise, quelle chance. Surtout que là, on n'en a pas parlé, mais il y a la question de la technologie. C'est que nous, on estime que c'est une histoire post-cyberpunk dans le sens où on est au-delà du cyber. On est après l'usage qu'en a fait le pouvoir et comment se défaire d'une technologie qui maintenant est faite pour nous surveiller uniquement. Et je me demandais pourquoi vous avez eu envie de représenter la violence, quoi, dans son côté très matériel, presque sans distance. Non, il n'y a pas de distance avec la violence dans cet album. Il est même très violent, en fait. Hein. C'est un album qui est... je m'en suis rendu compte en le relisant la première fois quand je l'ai eu entre les mains. Il y a des scènes qui, pour moi, sont presque insoutenables maintenant. En plus, il faut remettre ça dans le contexte aussi dans lequel on a décidé de remettre l'histoire dans vraiment une réalité française et actuelle. C'est qu'au moment où on prend cette décision en 2022... à l'entre-deux tours, ce qui se passait à ce moment-là, l'année dernière, c'était l'extrême droite qui assassinait en plein jour à Paris, c'était les descentes de FAF contre les blocus universitaires, c'était les lieux LGBT qui se faisaient cramer. Donc il y a une forme de violence qui est déjà dans notre réalité à nous et qui pose la question de qu'est-ce qu'on fait de la violence dans notre convergence des luttes antifa et transféministes. C'est parce qu'en face, on a des groupuscules qui sont très organisés, qui ont de la thune, qui ont le temps, qui passent les week-ends à faire, entre guillemets, des randonnées où ils s'entraînent au tir et à l'entraînement paramilitaire. Et nous, en fait, comment est-ce qu'on va répondre à ça ? Et le livre, il pose cette question aussi, c'est que si demain, on a cette descente de FAF disproportionnée parce qu'elle est décomplexée du fait que l'extrême droite a gagné, en effet, l'accès au pouvoir présidentiel, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on est préparé ? Et pour nous, c'était important, je pense, du coup, d'être un peu cru dans cette forme de violence, dans le livre, pour dire aussi, elle est là, en fait, elle a déjà lieu, et si ça se produit, qu'est-ce qu'on fait ? Ok. Et il y a aussi, en fait, ce moment où il se pose la question, est-ce qu'on arrête les concerts ? Parce qu'en fait, cette descente de FAF, là, elle va se faire lors d'un événement où on essaie d'imaginer, d'inventer quelque chose de nouveau. Et donc, la place de cet instrument-là, en fait, la place de la poésie, de l'art, de la culture, de la transmission. La question de la transmission comme instrument de lutte aussi, en fait. Regarder cette violence en face, c'est aussi un exercice. Moi, je préfère envisager le pire, et je préfère regarder ces choses-là plutôt que de devoir y réagir sans savoir ce que ça implique de traumatisant si je me le prends sans l'avoir anticipé à aucun moment de ma life, parce que je veux pas l'anticiper, parce que je peux pas l'anticiper. Il y a forcément un enjeu dans cette pratique de la science-fiction. Et c'est un enjeu qui, des fois, nous emmène à des endroits qu'on veut pas forcément regarder en face, pas forcément voir, mais qu'on est obligé de regarder de manière extrêmement claire. Voilà. Et la violence de cet album, on a besoin de dire, ok, ça, c'est bon pour tout le monde, on a compris, on a capté ça, on peut partager ça, ok, maintenant on le dépasse.
Ok, il faut d'abord le représenter pour ensuite représenter autre chose. Je pense que c'est exactement ce que disait Jules. C'est aussi une forme d'organisation que de se le représenter aussi et de la prendre par nos représentations et par nous dire ok, ça on sait comment s'organiser face à ça. Ok, c'est bon, on peut continuer à avancer. C'est à ça que ça sert la narration aussi. C'est aussi que ça sert à ça la science-fiction aussi. Ça nous permet d'avoir prise avec ce qui est en train de se passer qu'on ne regarde pas forcément correctement pour tout un tas de raisons qui sont la plupart valables. Voilà. Ok. Ça va être le moment de parler de magie alors, parce que là, du coup, on s'est parlé des choses très concrètes qui existent, de la violence très concrète, et ensuite, on ouvre vers des choses de l'ordre de la magie. Est-ce qu'on peut se parler de ça ? Comment on peut ne pas s'en parler plutôt ? Parce que précisément, c'est dans l'incapacité qu'on a de dire le nom de cette chose-là que réside le grand pouvoir de ce qu'on a appelé la magie. Moi, j'ai plutôt envie de parler de notre rapport à l'invisible. On est des créatures de visibles et d'invisibles. Et on travaille depuis notre visible à construire des instruments cognitifs pour appréhender l'invisible, se le représenter. Et on travaille depuis notre invisible, depuis notre informé, depuis notre non-dit, à rendre possible des choses dans le concret. C'est la poésie. Voilà. Et plus on a avancé dans la surrationalisation, le surinvestissement du rationnel, en fait, comme étant la seule chose qui pourrait nous sauver, si tant est que ce soit possible, puisque ça ne nous sauvera pas, du coup. Mais ça va nous rassurer pendant un temps, ça va nous donner l'illusion du confort, ça va nous donner l'illusion de la sécurité, ça va nous donner l'illusion du contrôle. Ce surinvestissement de la réalité nous a considérablement appauvris en invisible, en fait. Nous a pas appauvris en invisible. L'abondance est toujours là. Elle est infinie. Et plus on y apporte des choses, et plus elle nous apporte des choses. Mais on a une réticence, on a une pudeur vis-à-vis de ça, parce que on a bien merdé jusque-là. C'est-à-dire, on a construit des endroits d'impossibilité, de fluidité, d'assignation, de violence souvent patriarcale, de représentation sexiste, de représentation autoritaire, et d'enjeux moraux et politiques complètement déplacés dans un endroit qui précisément postule la tolérance du paradoxe comme essentiel à son existence, quoi. Et du coup, donc les gens se méfient de ça. Mais les gens ne se méfient pas d'un frigo, par contre. Ils ne se méfient pas d'une narration Netflix. Ils ne se méfient pas de tout ça. Mais ça, c'est que des endroits qui ont été évidés du sens par le capitalisme. Et du coup, est-ce que la magie aujourd'hui, c'est pas notre capacité à rendre fluide cet endroit-là vital pour nous permettre d'imaginer concrètement, de mettre en œuvre concrètement le désir, de mettre en œuvre concrètement nos communautés, nos pratiques, et qu'en retour, on se nourrisse de ce qui est pour le sublimer et pour lui donner une existence de lumière. Et je pense qu'il faut qu'on s'arrête là, en fait. Tout le monde peut avoir une interprétation de cette lumière. Tout le monde peut avoir une interprétation des pratiques qui permettent à cette lumière d'exister, de subsister dans le monde. Il y a tellement de beauté là-dedans, et d'expérience, et de recherche à faire collectivement, de méthodologie à mettre en place ensemble, que c'est vertigineux. Mais c'est pas quelque chose qu'on peut valoriser, c'est pas quelque chose qui a un nom, c'est pas quelque chose qui a un prix. Et donc, du coup, dans un monde qui surpose la mesure, qui divise de plus en plus, et qui assigne à chaque division un endroit spécifique, un lieu spécifique et une valeur spécifique, et ça se retrouve dans la gestion algorithmique des choses. La cybernétique nous a détruites, en fait, et continue à nous détruire, parce que c'est précisément ça qu'elle a fait. Ce monde virtuel-là, qui est devenu le pire des enfers de notre réel, en fait. Au début, il était fluide. Le rêve du cyberespace, de la fin des années 70, ce monde de lumière infinie, de possibilités infinies, de l'être qui va s'accomplir, qui va trouver sa fluidité, compagnie, etc., et qui a été envahi progressivement par la pub, et qui a été envahi par la mesure, et qui a été envahi par les systèmes et par le capitalisme, etc., et qui maintenant est juste un énorme bloc de merde qui dégueule dans notre réel et qui nous oblige à penser comme lui. Je veux dire, en fait, c'est foutu, en fait. Pour rebondir sur ce que tu dis, pour moi, la magie, dans mes pratiques, c'est un monde où il y a une harmonie des éléments, sans maîtrise possible, où seule la collaboration est envisageable, du coup. Et
Et parce qu'on est obligé de renoncer à cette forme de contrôle et de maîtrise, mais d'être dans une fluidité de cohabitation absolue, c'est vrai que du coup, la pensée queer est la chose qui est le chemin le plus évident pour y arriver, à mon sens, à ce type de magie et de recherche d'harmonie. Là, il reste que 5 minutes, donc je pense qu'on va arrêter là. Tu vas déjà avoir beaucoup à couper. Ouais. Oui. Mais je pense qu'on a déjà plein de trucs super. Hein. Cool. Je reste un peu sur ma Ah oui, fin. J'ai l'impression qu'il nous manque un petit truc à... Non, t'as dit tous les mots-clés qu'il faut brûler, le capitalisme et tout, hein, donc t'inquiète que le message Non, est mais clair. toi, tu l'as... Avec la langue, le tour des écritures queer. C'est le moment pour moi de vous remercier, Sabrina et Jules. J'en profite aussi pour remercier Grande Zéro, un des endroits où l'action se déroule dans l'album, qui existe dans la vraie vie à Lyon et qui est un lieu primordial à la création depuis presque 20 ans. Grande Zéro qui abrite aussi la bibliothèque et archives LGBTQI+, Bras Zéro, fondée en partie par Marguerin Lelouvier, une personne extraordinaire. Merci à toute l'équipe de Gouinement Lundi et notamment Isabelle qui a assuré la technique de cette émission. Merci aux éditrices d'Avec la langue. J'espère que vous vous sentez bien ici. N'hésitez pas à venir en parler avec nous. Dans le prochain épisode, Avec la langue, je serai avec Léa Rivière chez elle, au milieu des rivières, pour parler de son livre « L'odeur des pierres mouillées ». En attendant, restez bien à l'écoute. Avec la langue, ce n'est pas terminé. On retrouve tout de suite Eva de la librairie Les mots à la bouche qui nous présente sa sélection de livres sur le thème « L'amour, la lutte, la magie ». Dans la bouche des enfers, les forces de l'ombre veulent gouverner la terre. Consultons la libraire, les livres des monstres nous guident vers la lumière. Comme je sais que tu accueilles des autoristes de BD, j'ai pensé à une BD de Rosemary Valero O'Connell qui est sortie chez Dargaud il y a quelques années, qui est une de mes petites favorites du rayon. C'est une BD où il y a 3 histoires qui sont indépendantes les unes des autres, qui vont pour l'une parler d'un couple qui va se perdre dans un univers parallèle. La seconde parle d'un vaisseau qui est propulsé par les souvenirs d'une personne. Et la troisième parle d'une géante qui va se réveiller mettant en danger un lieu. C'est très très beau, c'est un trait très particulier, très américain contemporain. Si on a aimé Steven Universe par exemple, c'est ce type de trait. Ok. C'est aussi ce type de colorimétrie. On est sur des pastels avec des gros contrastes de noir, de blanc. Et il y a tout un jeu sur les cases et la façon dont on utilise la page et la mise en page. C'est superbe, c'est lesbien. On aime. Puis il y a la question du lien qui est très fort en fait dans les 3 histoires. La façon dont on peut tisser des liens ou retisser des liens, même quand tout semble perdu. Ok, trop bien. Tu peux me redire le titre ? Alors ça s'appelle Tout ce qui reste de nous, de Rosemary Valero O'Connell, chez Dargaud. Le deuxième livre auquel j'ai pensé, c'est un livre qui s'appelle Subtil béton. C'est un roman qui a pour particularité d'être issu d'ateliers d'écriture collective en mixité choisie dans des lieux type squat. De ces ateliers qui ont eu lieu pendant pas mal d'années a émergé l'idée d'en faire un roman. Le roman s'appelle donc Subtil béton. Le collectif qui a porté ça s'appelle Les Agglomérés. Et en fait, on va entrer dans un monde un peu comme dans Hacker la peau, qui est un peu pire que le nôtre. Ok. Où les choses vont moins bien. En tout cas, la société, de notre point de vue, à nous, queer, plutôt à gauche, va moins bien. Ok. On est le pays où on est, qui s'appelle Franco, est replié sur lui-même. On comprend que les frontières sont très fortes, que le tracking, la surveillance est hardcore.
Ça commence par une scène très dure dans un lycée avec une révolte étudiante qui va être très mortellement réprimée. Et ensuite, on va suivre différents personnages et de fait, via l'écriture collective, différentes voix qui sont même marquées en termes typographiques. Et c'est des personnes qui font partie d'un même cercle, qu'elles s'en soient éloignées ou qu'elles y retournent, qui cherchent comment trouver encore de l'espoir et des manières de lutter dans une société où tout a l'air d'être perdu, quoi. Il y a un petit peu de magie, beaucoup de lutte, beaucoup de liens, beaucoup d'amour. Pas forcément de l'amour romantique. Ok. Voilà, il n'y a pas de romance en particulier, mais il va y avoir aussi des questions de pardon, d'amitié, de reconstruction. Il y a des familles queer. Et à la fin, on va bien. Ok, ça finit bien. C'est un happy end queer. C'est différent que... C'est pas aussi simpliste que ça. Ok. Mais à la fin, on va bien. Ok. Voilà. On n'est pas plombé et on se dit pas qu'il n'y a plus d'espoir. On se dit que même si ça merde, on trouvera comment faire. Et le dernier auquel j'ai pensé, ça s'appelle Passing Strange de Helen Cage. En français, c'est publié aux éditions ActuSF. C'est un roman qui se passe dans le San Francisco des années 40, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc les hommes sont au front et les femmes, qui parfois sont mariées avec des hommes alors qu'elles sont pas du tout hétéros, peuvent vivre leur vie. On va suivre un groupe de femmes qui est dans le milieu lesbien, avec également clairement de la part de l'autrice une recherche sur ce que ça signifiait d'être dans les bars lesbiens à San Francisco dans les années 40. Et toute l'intrigue, ça va être notamment comment échapper au retour des hommes. Oh. Comment on fait quand on a été marié avec un homme qu'on n'aime pas et qui est violent et qu'il va revenir de la guerre. Ok. Et là, la résolution, c'est clairement la magie. Ok. Voilà. Ce qui est intéressant en termes de magie, c'est que de fait, c'est compliqué d'être une lesbienne dans les années 40 à San Francisco, mais elles ont un gros avantage. Elles ont une sorte d'origami magique qui leur permet de se déplacer dans l'espace. Et c'est très très pratique si on veut par exemple aller au bar lesbien sans croiser la police. C'est un origami qui se plie et qui se déplie du coup ? Ouais, qui plie et déplie vraisemblablement la fabrique de l'espace. Waouh. Ouais. Bah merci beaucoup Eva. Mais avec plaisir. Au mois prochain. Mais oui, au mois prochain. Dans la bouche des enfers, les forces de l'ombre veulent gouverner la terre. Consultons la libraire, les livres des monstres nous guident vers la lumière. C'est superbe, c'est lesbien, on aime.